Pourquoi chasse et sport? Puisque cette conférence s'inscrit dans l'exposition Focus Clémenceau et le sport. Ben, tout simplement parce que Clémenceau pratique la chasse de façon sportive. Et nous y reviendrons. Pourquoi la chasse et la nature? Puisque c'est l'intitulé de cette causerie. Eh bien, tout simplement parce que les deux thèmes sont liés. Du temps de Georges Clémenceau, la chasse est une activité strictement naturelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est très peu artificialisée. Il y a peu ou pas de grillage, il y a peu ou pas d'élevage, il y a peu ou pas de lâcher. Le petit gibier foisonne alors en France naturellement. Il faut bien avoir conscience que quand Clémenceau commence à chasser vers la fin des années 1850, début 1860, la France est rurale et c'est un pays extrêmement jardiné. Il n'a qu'à songer en moyenne montagne à l'agriculture en terrasse, c'est-à-dire chaque mètre compte. Le paysan essaie de pénétrer sur toutes les terres à toutes les altitudes. La campagne, quelle est la campagne de Clémenceau? Alors je dis la campagne, mais en fait c'est la nature aussi, puisque les deux sont extrêmement liés. La campagne du temps de Clémenceau, des petits parcellaires, donc des petites parcelles, parcelles de culture ou pâture. Il y a une grande diversité de cultures. Il n'y a pas d'océan de maïs ou de colza comme aujourd'hui. Donc il faut imaginer autre chose. Il n'y a pas de mécanisation, ou si peu, elle intervient essentiellement après la guerre de 14-18. Il n'y a pas d'arrosage dans les champs. Il n'y a pas de traitement chimique, il n'y a pas de pesticides, d'insecticides ou d'herbicides, ou extrêmement peu. Donc la campagne clémenciste est une campagne mosaïque. Elle l'est d'autant plus qu'elle est rythmée de haies, forcément de bocages en Vendée, de buissons, de bocteaux, de mares, de chemins creux, plus ou moins. La campagne du temps de Clémenceau, c'est une campagne bucolique, c'est la nature, et n'en déplaise à Clémenceau, c'est un Éden. Alors, la campagne est belle, il y a du petit gibier, mais il n'y a pas tant de chasseurs que cela. Quand Clémenceau commence à chasser, donc fin 1850, début 1860, nous comptons 150 000 chasseurs pour 37 millions d'habitants. Il faut savoir, c'est que le record va être atteint en 1976 avec 2 200 000 chasseurs, donc à mettre en parallèle avec 150 000, pour 52,8 millions de Français. Et aujourd'hui, pour que vous ayez un ordre d'idée, on compte 960 000 chasseurs pour 68 millions d'habitants. C'est-à-dire que la population d'aujourd'hui a été multipliée par 1,8 par rapport à l'époque des débuts de Clémenceau à la chasse. Quant aux chasseurs, le nombre de chasseurs a été multiplié par 6,4. Donc ça veut dire que chasser est un choix qu'a fait Clémenceau à l'époque. Ce n'est pas une démarche évidente. Alors quels sont les freins à l'époque? Eh bien il y a l'accès éventuellement au territoire, le coût surtout, l'action de chasse, le chien, le fusil, les munitions, au point que les chasseurs autrefois rechargeaient eux-mêmes leurs cartouches, pour des questions économiques. Et puis il y a aussi le temps. Les ouvriers agricoles, les paysans n'ont pas forcément le temps de chasser. Donc chasser est un choix de Clémenceau. Et c'est aussi le choix de son père, le docteur Benjamin Clémenceau, chasse en Vendée. Et il enseigne également à son fils, outre la chasse, l'équitation, l'escrime, le tir au pistolet et le tir au fusil, qui lui sera très utile. Probablement Clémenceau, dans son enfance, a été porte-carnier de son père, comme cela se faisait à l'époque. D'autant plus que Clémenceau est le deuxième enfant de Benjamin et Emma Clémenceau, mais c'est longtemps le seul fils que va voir le couple, outre 3 filles. Parce qu'en fait, naissent tardivement deux autres garçons, Paul en 1857 et Albert en 1861, c'est-à-dire qu'ils ont 16 et 20 ans de différence d'âge avec Clémenceau. Donc, Clémenceau et son père vont tisser une très grande complicité qui se retrouve dans les témoignages, dans la correspondance, et puis surtout dans un fait fabuleux, qui est que le fils a choisi d'être enterré à côté du seul père, à Mouchamp, en Vendée. Alors, Clémenceau, naît dans une jolie campagne, une belle campagne, comme toute la campagne française finalement, mais il est élevé à Nantes, puisque très très rapidement, après sa naissance, le docteur Benjamin rapatrie toute la famille à Nantes où il a ouvert un cabinet. Toutefois, Clémenceau va être élevé
en Vendée lors des vacances scolaires. Et cela au sein de 3 villages qui vont lui rester chers à son cœur tout au long de sa vie. Il naît donc à Mouilleron-en-Parais, dans la maison de son grand-père maternel, dans un bourg, qui se trouve rue de la Chapelle, ça ne s'invente pas, et face au temple protestant. Et de la maison, on entend le carillon de l'église, qui est très joli d'ailleurs, très, très aisément, puisque c'est à 2 pas de l'église. Clémenceau fréquente un deuxième village, qui est la Réorte, et là, la famille paternelle possède la propriété de l'Aubray, qui est toujours dans la famille. Et je l'ai découverte là, en allant à Saint-Vincent. Donc le château de l'Aubray. Et puis, qui est un gros manoir ou un petit château. Et puis le troisième village qu'il fréquente, c'est Mouchamp, donc, où la famille possède on va dire la résidence secondaire qui s'appelle le Colombier, et qui est le site le plus ancien dans la famille, et où repose aujourd'hui Clémenceau. Donc Clémenceau grandit dans une campagne heureuse, harmonieuse et naturelle. Et Clémenceau ne va cesser de chanter tout cela, d'autant plus que, en fait, outre la politique et le métier de médecin, sa grande passion sera le journalisme. En fait, il regrettera presque de ne pas avoir été journaliste, bien qu'il le soit tout au long de sa vie. Et il le sera dès ses études de médecine. Et donc, on a toutes sortes de témoignages de Clémenceau qui, en fait, outre sa correspondance qui est énorme, nous avons des témoignages à travers ses ouvrages qui étaient en fait des reportages qui paraissaient dans les journaux et qui ensuite il reprenait pour réintégrer dans des anthologies. Clémenceau nous parle de la Vendée. La promenade de Pouzauges à Mortagne, en suivant la crête des collines du Bocage, est une des plus pittoresques de notre belle France de l'Ouest, si féconde en beaux paysages. Les vallées sont riantes, arrosées de jolis ruisseaux clairs qui courent en bruissant sur des fonds de cailloux, partout diversifiés de haies vives, d'où s'élancent en rangs serrés les grands fûts d'ombrage. Asile inviolable de la paix du labeur champêtre, le paysan naissait et mourait là sans avoir jamais rien soupçonné du monde extérieur. Il y a 30 ans, donc c'est vers 1860, des spécimens du genre se rencontraient encore. Pourtant, quand on s'engage dans les chemins creux, sous les pétaillis des branches, après avoir péniblement gravi les hautes pentes, parmi les rochers de granit, les brousses touffues de genêts entremêlées des ronces que se lancent de l'une à l'autre les souches centenaires, tout à coup, c'est le miracle d'un jaillissement dans le ciel d'où toute la terre se découvre. Jusqu'à la Loire au nord, où se dressent les tours de Saint-Pierre de Nantes, vers l'ouest jusqu'à la mer, c'est un immense jardin de verdure baigné dans la transparente lumière bleuâtre qui rejoint la terre au ciel et donne l'objectivité de la planète lancée dans l'espace infini. Aujourd'hui même, hommes et bœufs contemplent du même œil indifférent le merveilleux spectacle. Plus court, un extrait du seul roman qu'a écrit Clémenceau, qui s'intitule Les plus forts et qui se déroule en Vendée. Le printemps est venu. La terre fleurit réveillée. Les eaux vives courent aux pentes, répandent l'heureux bruissement de naître aux joies enivrantes du jour. Partout des profondeurs s'élancent, une folie de vivre, jaillissant pour tendre au baiser du soleil la splendeur des corolles embaumées. Tout s'émeut, tout frissonne, tout veut sentir la vie, porter sa fleur et son fruit dans l'amour, sans souci de la mort qui guette son heure. La terre elle-même se chante en ses oiseaux, joyeux d'aimer et de le dire, c'est le paradis retrouvé, où tous les dieux qui furent se rencontrent marchant dans leur beauté. Je ne vous ai pas menti, il s'agit bien de l'Éden. Et puis, il y a quelques petites lignes magnifiques d'un historien qui a connu Clémenceau, Jacques Moreau, qui écrit dans Clémenceau en bloc, 2 ans après la mort du tigre, qu'il fréquentait. Il a aimé la vie, la nature, son pays, les hommes jusqu'à satiété. La nature, il s'en est enivré. En amant jaloux, il l'a pressé de questions pour mieux la connaître, pour y mieux situer l'homme, son Dieu et son démon. Il est un élément de la nature vendéenne qui tient particulièrement à cœur à Clémenceau. C'est une petite rivière qui s'appelle le Lay,
le petit lait qui se jette dans le lait ou le grand lait, qui lui-même se jette ensuite dans l'océan et devient donc de fait un fleuve. Et Clémenceau nous invite à monter, si vous êtes d'accord, hein, si on fait un peu de sport, à bord de l'Ophélie, la barque. Donc ce n'est pas de l'aviron, malgré les Jeux Olympiques, c'est de la barque. Le Lay est un petit fleuve de Vendée qui glisse en serpentement paresseux des collines du Bocage jusqu'à la mer. Une eau lente et triste, teintée d'argile jaune, sommeille parmi les prairies, les bois, les rochers. Les déchirures profondes du granit ou du schiste, les cirques des montagnes boisées, les grands pâtis herbeux semés de genêts d'or où ruminent les troupeaux roux, le fouillis d'aulnes et de chênes qui se tendent les bras d'une rive à l'autre, mettent à chaque détour des joies nouvelles de lumière au miroir de l'eau nonchalante parmi les joncs et les nénuphars. C'est un rare plaisir d'errer à l'aventure sur la rivière déserte, forçant ou arrêtant la rame, suivant le caprice de l'heure, dans le silence éloquent des choses qu'interrompt parfois l'appel criard des jets ou le bruit en plongeon des poules d'eau. Dérivant à la fortune de gouvernail, la toute blanche Ophélie, souvent, nous emportait parmi les herbes et les fleurs de rivière, en dépit des souches profondes ou des branchages à fleurs d'eau. Nous allions, sans parler, sans penser, éblouis de l'éclair bleu du martin pêcheur, ou, le doigt sur la détente, amuser des petits culs blancs qui planent en papillons d'acier ou se promènent avec des airs d'échassiers lilliputiens sur le sable. Alors ces petits culs blancs, ce sont des petits limicoles en fait, qu'on trouve sur les berges des rivières et qui se nomment le chevalier cul blanc et également le chevalier guignette. Deuxième élément de la nature qui tient encore plus à cœur à Clémenceau. C'est la colline des Moulins à Mouilleron-en-Parais, donc à la sortie du village. Enfant, il emprunte le sentier de Meunier à travers les châtaigniers, les ormeaux, les chênes, les ajoncs et les genêts et les fameux rochers de granit. Et en fait, Clémenceau découvre la nature probablement en partie sur cette fameuse colline qui est un site un peu pour un enfant, on imagine, magnifique et fantastique, puisque c'est l'aventure et puis un peu, il y a les silhouettes des 12 moulins et puis tous ces rochers qui rythment la colline. Sans parler de la végétation qui est alors abondante. Et Clémenceau se souvient, j'adore cette chaîne rocheuse qui va, 2 lieues durant, de la Châtaigneraie à Mouilleron-en-Parais. Le roc se recouvre de genêts, d'ajoncs, de châtaigniers géants tordus par les tempêtes. Il y a plus beau, mais avec ses roches rebelles, ce pays a du caractère. Et à la fin de sa vie, Clémenceau encore se réfère à ces rochers rebelles du Bocage. Il remercie le père du futur maréchal de Latte de Tassigny, qui n'est autre que le maire de Mouilleron, et qui a offert en 1918, alors que la guerre touche à sa fin, qui a offert à Clémenceau une sculpture d'un tigre. Et Clémenceau remercie le père du maréchal, du futur maréchal. C'est un encouragement, mes amis, un chaud encouragement qui m'arrive des rochers de mon enfance. Alors, puisqu'on parlera de chasse, mais on va parler toujours d'un peu de nature. Clémenceau ne cesse de se référer à la nature. Et il est un très beau discours qui date du 30 septembre 1906. Clémenceau est depuis peu ministre de l'Intérieur et il sera d'ici quelques semaines président du Conseil. Alors il arrive au pouvoir très tardivement, puisqu'il a 60 ans. Et la République, lui le républicain, je dirais laïque, et de gauche est célébré par les républicains de Vendée, au sein d'une Vendée en grande partie royaliste et catholique. Et donc Clémenceau fait un tour en Vendée où il prend la parole régulièrement. Et c'est aussi pour lui l'occasion, entre guillemets, et peut-être pas entre guillemets d'ailleurs, de se réconcilier avec les siens, avec les gens du pays. Et donc il va chanter la nature, qui est un bien commun et que chacun aime. J'ai vu quelque chose du monde. Aucun spectacle des contrées et des hommes, aucune grâce de la terre, aucune splendeur du ciel, aucun chant de la plus grande histoire n'a pu mordre en mon cœur sur l'amour du pays natal. Le charme m'avait pris, le charme m'a gardé. Plaine, marais, bocage, je suis resté fidèle à notre bonne terre.
Comment aurais-je cessé d'aimer notre plaine mouvementée, où moutonnent dans l'aveuglante lumière les grandes vagues des moissons fauves. Notre marais, tout d'herbe, d'oiseaux sauvages, de troupeaux envasés, où le bâton sautou me lançait par-dessus les perfides canaux dont plus d'une fois à mes dépens j'ai exploré les profondeurs. Notre bocage, enfin, notre cher bocage de granit avec ses ravins, ses eaux, ces douces vallées isolées du monde que domine la montagne des Alouettes, d'où se découvrent les tours de Nantes et les feux de La Rochelle et de Ré. Alors, le fameux bâton sautou qu'évoque Clémenceau, c'était un bâton assez long qui servait aux paysans et aux chasseurs à franchir les canaux, notamment des zones marécageuses et de Charente-Maritime, où Clémenceau a chassé très tôt. En conclusion, quelques lignes très belles de Clémenceau qui évoquent à ses amis. Il est bon que vous sachiez encore que, dans ce coin de Vendée, un souffle poétique passe on ne sait comment au chemin creux bordé de hautes futaies. La nature et la poésie. Alors voici deux témoignages les plus anciens de Clémenceau chasseur. À gauche, nous avons une aquarelle, à droite, une encre de Chine. Toutes deux sont de Camille Pelletan, qui était le rédacteur en chef du journal La Justice, journal que fonde Clémenceau en 1880 et dont il sera le directeur jusqu'en 1897. Et là, vu la silhouette de Clémenceau, c'est très probablement, ces documents datent très probablement du début ou en tout cas des années 1880 et pas après. Alors, qu'est-ce que ce document nous enseigne? D'abord que Clémenceau invite ses amis en Vendée, puisque ces deux scènes se passent en Vendée. Et Clémenceau invite ses amis et collaborateurs de la justice, notamment, à chasser en Vendée. Il l'évoque dans ses articles et dans sa correspondance. Alors, qui est le chasseur Clémenceau en Vendée et en Charente-Maritime? Eh bien, ces documents nous le présentent. C'est un chasseur de petit gibier. Là, on le voit entouré finalement de lièvres. Il chasse, ces documents nous l'enseignent aussi, c'est devant soi, c'est-à-dire il marche. Devant soi est l'expression des chasseurs de petits gibier. Donc c'est une expression réelle. Il chasse au chien d'arrêt, probablement. Camille Pelletan a dessiné une sorte de chien, on peut dire. Et Clémenceau lui évoque des chiens quêteurs, c'est-à-dire des chiens qui quêtent. C'est le principe des chiens d'arrêt. Et d'ailleurs, les chiens d'arrêt, notamment anglais, qui vont chasser très loin, on dit que ce sont des chiens de grande quête. Donc, et Clémenceau évoque dans ses écrits, ses correspondances, parfois des chiens d'arrêt. Alors que chasse-t-il? Eh bien, il chasse le petit gibier. Perdrix rouge, perdrix grise, caille des blé, qui est sa préférée, lièvre, lapin, grive et outarde capetière, qui est un gros migrateur aujourd'hui protégé. Il chasse donc tout cela, ce sont des gibiers qu'il cite dans ses écrits. Il chasse probablement canards, bécasses, pigeons, etc. Chasse-t-il le grand gibier? Non, il ne l'évoque jamais. Et à cette époque, en plus, la Charente-Maritime et la Vendée sont des départements extrêmement peu boisés. Ce sont toujours des départements peu boisés. Et les seuls grands gibiers qui existent, finalement, se trouvent dans des forêts que possède essentiellement l'aristocratie ou la très grande bourgeoisie, que ne fréquente pas beaucoup Clémenceau. Mais que fréquente son oncle paternel, Paul Clémenceau, on sait qu'il avait une meute et qu'il chassait le sanglier, probablement le loup. Il était veneur, et Clémenceau l'évoque d'ailleurs, et probablement il fut assistant d'un grand louvetier de Vendée qui s'appelait François Chevalreau. Alors nous avons parlé de la nature, nous avons parlé de la chasse, mais on peut parler du sport. Clémenceau va nous raconter une de ses sorties. Vous allez constater que c'est très sportif. Alors écoutez, essayez de suivre. Il y a bien longtemps, c'était avant la guerre, avant celle donc de 1870. Par une claire journée d'octobre, armé d'un bon fusil, précédé d'un bon chien quêteur, je fouillais les coteaux du Lay, joli fleuve du bocage vendéen qui va se jeter dans la mer en face de l'île de Ré. Des bois, des ronces, des genêts, des ajoncs. Sur les pentes rocheuses dominent les lentes sinuosités de l'eau qui, de moulin en moulin, serpentent dans les zones entre deux bandes de prairies mouillées. Partout des haies coupent la verdure, assombrie de grands chênes. Tantôt un paysage fermé de roches abruptes, sans bruit,
sans vie comme perdu. Tantôt le beuglement du bétail, le pas régulier des mulets chargés de farine, le claquement des fouets, l'assourdissant coin-coin des troupes de canards, le bruit monotone du moulin. Parfois, dans un encadrement de rouille dorée, des champs de vignes rougissantes piqués de loin en loin d'un petit pêcher chenu dont le fruit tardif est singulièrement apprécié du chasseur. Un tumulte de grives, la surprise du lièvre ou du lapin, une caille attardée, une compagnie de perdrix rouges s'envolant bruyamment l'une après l'autre, pour se disperser dans les ronces ou les grands choux fourragés. C'est la chasse du pays. On relève péniblement le gibier, mais si on le rencontre à bon vent, isolé, il part à bout portant. C'est l'affaire de manœuvres infinies. Aller, venir, monter, descendre, battre les buissons, se déchirer aux ronces, s'embarrasser dans les sarments dépourvus d'échalas, se mouiller dans les choux qui montent à mi-corps et dont les vastes feuilles gardent précieusement l'eau du ciel à tout approchant. S'empêtrer dans les terres grasses qui mettent aux pieds une lourde borde d'argile. Telles sont les joies du chasseur dans cette heureuse contrée. C'est tout autre chose que de s'embusquer derrière un chêne, comme on fait en Seine-et-Oise, pour tirer à 6 pas un chevreuil aux écoutes, ou un petit lapin assis sur son derrière. J'avais bien travaillé tout le jour, suivi de Robuchon mon porte-carnier, et je rentrais assez las. Il ne tiendrait qu'à moi de me garnir magnifiquement la gibecière. Mais, si je me souviens d'une journée de lumière, d'un air léger, d'une marche heureuse de jeunesse à travers les champs et les bois, j'ai perdu le compte du gibier. Soyez sûr que si j'avais 3 ou 4 perdreaux, j'étais content. Et l'aspect sportif de la chasse est souligné par un intime de Clémenceau, qui est Gustave Geffroy. Gustave Geffroy est journaliste et écrivain. C'est le cofondateur du prix Goncourt. Il sera lui-même président du prix Goncourt. Et Gustave Geffroy fait partie de ses amis parisiens. Alors lui, pour le coup, est breton d'origine, qui va chasser en Vendée. Et en 1912, alors que Clémenceau va prendre la parole au Sénat, en tant que sénateur du Var, à propos de la discussion du traité franco-allemand, Gustave Geffroy se souvient. Le dernier orateur inscrit est Clémenceau. Après le discours de Méline et Poincaré, avant même que le président ait prononcé la formule habituelle pour lui donner la parole, il a monté l'escalier de la tribune aussi vite qu'il gravissait les talus de sa Vendée lorsqu'il chassait le lièvre et la perdrix. Et c'est ce genre de documents qui ont fait que M. Georges Vigarello donc, a inscrit la chasse dans cette exposition Focus, enfin avec toi bien sûr aussi. La chasse était décidément un sport. C'est un sport, mais c'est pas, ce n'est pas un score. Clémenceau va nous le dire. J'avais tiraillé tout le jour à tort et à travers, sans rien ramasser, naturellement, car mon fusil partait d'émotion à tout bruit d'aile. Il n'était jusqu'à mon chien, Milord, déjà je faisais des avances en Angleterre, qui n'eût échappé par miracle. Clémenceau n'est pas un tartarin, Clémenceau n'est pas un viandard. Il se dit émotif, moi je pense quand même qu'il se maîtrisait beaucoup, mais bon. Clémenceau aime la chasse, donc pourquoi? Bien pour la contemplation de la nature. Il y a la quête de la chasse, il y a le plaisir du beau tir, il y a le plaisir de l'arrêt du chien, mais il y a aussi la contemplation de la nature. Ça va de pair. Pour moi, je fus toujours trop grand marcheur pour me distinguer au tableau. Ma joie était de courir, de boire le ciel, le vent, la pluie, le soleil, de m'enivrer des senteurs de l'herbe, de m'émerveiller au spectacle de la terre. Ah si, c'est un témoignage qui est beau aussi, toujours de Gustave Geffroy. Et qui nous peint un Clémenceau, alors naturaliste, pas au sens de taxidermiste, mais aujourd'hui naturaliste, c'est celui qui s'intéresse à la nature. Rien des choses de la terre n'est étranger à Clémenceau. Les arbres, les arbustes, les haies sont pour lui des camarades. Un champ lui parle par sa moisson de blé, de seigle, d'avoine, sa pousse drue de choux verts et de raves, sa légère parure de sarrasin aux fleurs blanches, aux tiges de corail, son bleu nuage de lin,
sa grasse verdure de trèfle et de luzerne. Le paysan se double facilement d'un chasseur. Ainsi de Clémenceau vendéen. Un fusil à la main, un chien pour compagnon, il a appris à explorer les taillis, à courir les guérets, à faire lever le lièvre, courir et s'envoler la perdrix, guetter les arrivées de cailles, les passages de canards sauvages et d'outardes dites canepetières. Ces journées d'aguets et de poursuite apprennent tout ce que l'on peut savoir des mystères de la nature, des décors et des dessous des végétaux, des vies furtives et inquiètes, de l'animal, bête à poil ou à plumes. Comme Ivan Tourguenieff, celui-ci aurait pu écrire ses récits d'un chasseur, et l'on en trouvera d'ailleurs quelques-uns à travers ses articles et ses livres. Mais Clémenceau, c'est aussi autre chose. Clémenceau, chasseur, c'est aussi autre chose. Parce que la chasse, pour Clémenceau, c'est quoi? C'est aussi une façon d'aller vers les habitants de cette nature. Les paysans, les maraîchins, les bûcherons, les bouviers, les gardiens de toutes sortes de bétail. Et toujours Gustave Geffroy nous dit la chose de façon très juste. C'est autour de la maison, dans les champs de la plaine, du marais, du bocage et vers les rochers du village natal de Mouilleron-en-Parais, que Clémenceau était lui-même paysan, chasseur, aimant la terre, connaissant les gens, leur donnait des consultations médicales et, quand il le désirait, des consultations politiques. S'arrêtant aux fermes et aux chaumières pour boire un verre d'eau, humant l'air, joyeux de voir des arbres, des ruisseaux, des nuages, des bêtes. Il a exprimé toute cette poésie de l'Ouest dans nombre d'articles et de récits, et jamais ce goût invincible n'a diminué en lui. C'est dans ce milieu qu'il fallait le voir pour le connaître, pour deviner le goût profond de la nature qui est en lui. Et Sylvie Brosniak, historienne, grande spécialiste de Clémenceau et qui a signé la postface de ses trouvages, a insisté particulièrement sur la sociabilité, jusqu'alors peu étudiée, de la chasse chez Clémenceau. Alors il y a un autre témoin essentiel qui est Georges Wormser, l'un des derniers collaborateurs de Clémenceau, et qui fut le président de la fondation du musée Clémenceau. Non, Georges Wormser, non. Il aurait dû. À propos de Clémenceau, c'est qu'il n'a jamais voulu oublier dans son souci de progrès les travailleurs de la terre. Il a souvent reproché à ses contradicteurs socialistes de ne penser qu'à ceux des fabriques. Il n'est pas un de ces comptes rendus de mandat au cirque Fernando, où il n'est plus ou moins longuement parlé de l'agriculture, de la condition des paysans, des métayers, des salariés agricoles. C'est qu'il a vécu lui-même près d'eux, qu'il s'est penché sur les conditions du paysanat, que dans ses promenades ou ses chasses, il s'est toujours plu à des entretiens avec ceux de la glèbe. Les doctrinaires collectivistes s'en sont peu souciés, sauf pour prôner une mise en commun du sol et de ses ressources à laquelle il répugne. Ces préoccupations n'étaient pas très fréquemment exprimées à cette époque. Clémenceau, en comprenant le paysan et l'ouvrier agricole dans sa sollicitude de progrès, est un précurseur, ou tout du moins fait figure originale. Alors, donc nous avons Clémenceau aimant la nature, aimant la chasse pour ce qu'elle est, aimant la chasse pour la rencontre avec ses concitoyens, qu'il fréquentait également donc en tant que médecin, à cheval ou à pied. Et puis la chasse apporte autre chose à Clémenceau. Tout à l'heure il a parlé de l'infini, et en fait la chasse lui apporte un regard sur quelque chose qu'il évoque souvent, le cosmos, qui le hante, on peut dire, le hante ou l'habite. Et Gustave Geffroy nous évoque cela. La chasse l'enrichit, et vous allez voir pourquoi. Il est certain que c'est en son pays du bocage, dans les chemins creux, les champs entourés d'arbres, sur les collines rocheuses fleuries de bruyères, parmi les gens et les animaux, que Clémenceau a connu l'éveil d'une sensation ineffable. Toujours elle l'a poursuivi, lui a donné une sorte d'extase particulière, un invincible sentiment de sérénité. Aux moments les plus âpres de la lutte politique, dans tel de ses discours, dans ses conversations toujours, il y a un moment où l'odeur de la bonne terre vient à lui, donne comme un enivrement à sa parole, lui fait clore les yeux pour jouir de souvenirs et savourer la promesse. Il sait que là, d'où il est venu,
est aussi le grand repos, et que le grand pan se manifeste hospitalier au creux des fossés et à l'ombre des haies. C'est une des forces qui sont en lui, ce goût inné et réfléchi de la campagne nourricière. Songez à marquer ce trait au début de sa vie agitée, et ce sera une première et très intime explication de sa haute indifférence des mauvais coups du destin, de la gaieté du paysan chasseur dont il traverse le monde gourmet, de la politique et de la définitive sérénité joyeuse qui s'installe désormais à chaque page où il inscrit sa pensée en évolution. La chasse lui permet de se ressourcer dans la nature, mais aussi donc en fait en lui-même. Et pour conclure, les lectures, après il y aura très peu de lectures, hein, mais je trouvais ces lectures essentielles et assez, enfin, je considérais très jolies. Je ne pouvais pas dire mieux, donc autant aller aux bonnes sources. En conclusion rapide, celle de Michel Vinocq, grand historien. Conclusion, qu'a apporté la chasse à Clémenceau? Et Michel Vinocq, en fait, est l'historien contemporain qui a dit, je dirais, la plus belle chose en la matière en de courtes lignes. Les plaisirs de la chasse que lui a fait partager son père ont été une autre manière d'aimer cette Vendée de haies et de marais où caille et perdreaux sillonnent l'air. Le Parisien naturalisé, revenu de l'Aubrais, se dépouille du froc urbain et du frac vespéral et redevient, le fusil à la main et son chien devant lui, l'homme de la nature. Devenu écrivain dans les années 1890, il évoquera dans plusieurs de ses récits des scènes de chasse. Nulle part mieux qu'à la chasse, Clémenceau ne communie avec cette nature vendéenne, jusqu'à vouloir y vivre ses dernières années et y mourir. Et en écho rapide, un autre témoignage d'un autre grand écrivain, celui de Jean-Noël Jeannet, qui n'est autre que le président de la fondation du musée Clémenceau. Clémenceau en concevait l'exercice moins comme un défi pour son habileté que comme une immersion dans les bienfaits d'une nature polymorphe que le grand pan vivifiant n'avait pas cessé d'habiter. Fusil à la main, Clémenceau était en phase, en somme, avec lui-même. Clémenceau donc va devenir parisien en 1870. À partir de là, il va toujours aller en Vendée, mais de moins en moins pour chasser, de moins en moins puisque son père meurt en 1897 et sa mère en 1903, et il n'a plus accès aux propriétés familiales, il n'en hérite pas. Ce sont ses frères et sœurs qui en héritent puisque lui a mangé sa part d'héritage dans ses entreprises de presse. Donc à la mort de ses parents, il n'a rien. Ses entreprises de presse, mais aussi son voyage aux États-Unis en 1865 jusqu'en 1869. Son père le finance une partie du voyage. Donc Clémenceau n'a plus rien. Mais ce n'est pas grave. Il continue de s'immerger dans la nature, notamment en Île-de-France. Et il va chasser non plus devant soi, mais en battu. Et puis il se promène donc à pied et en vélo dans la nature, et il témoigne de cela dans des récits, quand il évoque la campagne de Dieppe, la forêt de Rambouillet, Clairefontaine, ou la forêt de Fontainebleau. Et Georges Wormser, que l'on retrouve, qui a été donc un collaborateur de Clémenceau, et qui a fait parler Clémenceau, nous rapporte ceci. Il fallait à Clémenceau le vert des arbres, la palette des fleurs, le vent du large, une rose sur son bureau. Du temps de la justice, il lui prenait souvent brusque élan d'aller marcher en forêt de Fontainebleau. Il emmenait avec lui quelques amis. Alors quels sont ses amis? Probablement Gustave Geffroy, Camille Pelletan, qui était parisien aussi, ou Stéphane Pichon, qui sera notamment le ministre des Affaires étrangères de Clémenceau et très proche de lui. Et puis on retrouve aussi les écrivains Alphonse Daudet et Octave Mirbeau. Et le peintre Eugène Carrière. Clémenceau a beaucoup d'amis dans les arts, l'écriture ou les arts, la peinture. Alors ce document rappelle la traversée du désert de Clémenceau. En effet, il va perdre son poste de député du Var en 1893. Il ne sera pas réélu. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, le scandale de Panama est passé par là, et Clémenceau a pour ami Cornelius Herz, qui s'avère être un escroc. Clémenceau, alors pour le coup, est naïf, ne s'en est pas rendu compte. Herz, en plus, a été, alors comme tout bon escroc, finalement, il a bien fait les choses, donc il a dissimulé son vice. Il a même été actionnaire de la justice. Et ce sera reproché à Clémenceau. Mais Clémenceau n'a pas trempé dans le scandale de Panama. Il y aura des faux, il y aura de la diffamation.
son honneur est sauf, mais pas sa réputation, et il perd son poste de député du Var. Et ce document évoque cette période, puisque là nous sommes en 1894, et en fait cette une de Gil Blas illustre un récit de Clémenceau qui s'appelle Le lapin et la chauve-souris et qui relate une chasse dans les Bouches-du-Rhône, dont d'ailleurs Camille Pelletan a été élu. Et l'artiste n'est autre que Steylen, le fameux peintre des chats et au style proche de celui de comment dirais-je, Toulouse-Lautrec. Alors, le fameux scandale de Panama nous offre un discours également fameux de Clémenceau. Le 8 août 93, donc il est en campagne électorale, il est à Salerne dans le Var et il veut défendre son honneur. Contre moi, j'ai l'orgueil de dire que la chasse a donné tout entière d'une rage inouïe. Ce fut une belle chasse, longue et pourtant endiablée, où nul ne s'épargna. Ni les valets, ni les chiens, il n'y manqua que la lie trop tôt sonnée. Acclamations, applaudissements, vive Clémenceau. Prenant prétexte de tout, dénaturant tout, mentant, calomniant, faisant des faux, toute une bande accusatrice se leva d'un seul coup contre moi. On réveilla tout, on fouilla toute ma vie, on n'épargna rien. Alors que ma vie est au grand jour et que je défie qu'on y trouve d'autres luxes qu'un cheval de selle dont la passion est de 5 francs par jour pendant 9 mois et une action de chasse qui ne me revient pas à 500 francs. Applaudissements. Où sont les millions? Où sont les millions? Où sont les millions? Voilà à quel aveu on réduit les serviteurs désintéressés de la République, que la honte de cette humiliation soit sur ceux qui ont rendu cette confession nécessaire. C'est ainsi qu'on décourage les bons, les fidèles serviteurs, pour faire place aux pires. Toutes les têtes de meute ont donné dans cette clameur furibonde. En fait, ce discours est intéressant parce que Clémenceau se réfère à la chasse et à la vénerie. Je ne pense pas que Clémenceau ait suivi la chasse à courre, mais en Vendée, la Vendée était à l'époque de Clémenceau, dans sa jeunesse, une des régions les plus riches en équipage de chevreuils, de lièvres, de cerfs. Et les Vendéens étaient réputés pour être des grands éleveurs, alors de vaches, mais aussi de chevaux et de chiens. Et tous les grands équipages de France, tels celui de la duchesse d'Uzès à Rambouillet, venaient en Vendée chercher des chiens pour améliorer la meute. Clémenceau, je pense pas, est chassé à courre, ce serait quand même très surprenant. Son oncle, rappelons-le, a été veneur. En revanche, il a été élevé dans des villages où il y avait des meutes. Et dans les villages de son enfance, il y avait parmi les plus grandes meutes de Vendée, notamment les Chabots et Majou de la Débrouillerie. Alors Clémenceau est affecté par le scandale de Panama. Il n'est pas pris. En vénerie, on dira qu'il est à Lally. Et pendant 9 ans, il va traverser le désert jusqu'en 1902, où il va devenir sénateur du Var. Vous n'avez rien vu. Alors la chasse, on disait c'est un lien social, mais c'est aussi un lien social politique. Et là, nous avons une photo de Clémenceau présent aux chasses présidentielles. Alors, c'est soit Marly-le-Roi, je pense que c'est Marly-le-Roi, et sinon le territoire était celui de Rambouillet. Vu la plaine, je pense que c'est Marly-le-Roi, mais je suis pas sûr. Puisque Clémenceau, en 1906, jusqu'en 1909, devient tardivement donc ministre de l'Intérieur et président du Conseil. Donc, il est forcément, j'ai envie de dire, invité par le président de la République, Armand Fallières, avec qui il s'entend bien. Armand Fallières est débonnaire, c'est un chasseur également, chasseur de lapins de façon à la paysanne. Il fait le tour il y a des écrits d'un maître chien, on dira, dresseur de chiens d'arrêt de l'époque, qui raconte que Armand Fallières, avec ses amis ou sa famille, faisait le tour du domaine de Rambouillet pour chasser le lapin comme n'importe quel paysan. À l'époque, le lapin est abondant et c'est un gibier en fait noble, même pour les chasses présidentielles. Alors pourquoi chasse est politique? Parce que chasse et les affaires, ce qui n'est pas le cas pour Clémenceau, il n'a jamais fait des affaires. Mais la chasse permet dans un environnement décontracté, où on parle finalement d'égalité à égalité, où les masques tombent, ça permet de nouer des relations, de bâtir des projets ou d'aplanir des problèmes. Et à propos de chasse, à propos
de politique, eh bien, on ne peut ici que rappeler le fameux adage de Clémenceau: on ne mange jamais autant qu'avant les élections, pendant la guerre et après la chasse. Alors Clémenceau, est-ce qu'il est... Alors il sera beaucoup invité par Armand Fallière, notamment à la chasse, mais est-ce qu'il est invité tôt aux chasses présidentielles? Non. Parce qu'il faut se souvenir, c'est que Clémenceau, comme est surnommé le tombeur des ministères. Donc il n'est pas sûr que ces messieurs aient envie de le voir à leur côté. Par exemple, en 1885, il fait tomber le ministère de Jules Ferry. Et cela a une importance. Parce qu'en fait, la première chasse présidentielle à laquelle va participer Clémenceau, c'est le 28 décembre 1887. Et l'actualité immédiate est assez saisissante, parce que le 3 décembre, Clémenceau a fait élire Sadi Carnot président de la République aux dépens de Jules Ferry. Et Sadi Carnot, pour remercier Clémenceau et probablement pour le réconcilier de façon républicaine avec Jules Ferry, qui est entre guillemets simple député des Vosges, eh bien, Sadi Carnot invite le député du Var à cette même chasse. Et donc on imagine que même la rencontre fut assez tendue. Hop. Voilà encore une scène de chasse à Rambouillet ou à Marly. Donc là, nous avons les lapins, et puis l'autre gibier était le faisan. Alors, en fait, Clémenceau sera en 16 ans, on va dire, comment dirais-je, de poste essentiel, sera invité 11 fois à la chasse, ce qui est beaucoup. Et Armand Fallière l'appréciait, d'autant plus qu'ils étaient tous les deux dreyfusistes. Alors, c'est probablement à l'une de ces chasses que Clémenceau nous offre ce trait d'humour. Vous connaissez tous les étourneaux sansonnets. C'est des petits oiseaux qui se regroupent en gros vols et qu'on voit parfois au-dessus des villes, notamment le soir, parce qu'ils vont se coucher dans les dortoirs. Et en fait, ils constituent des vols tels les bancs de poissons. Donc c'est des vols qui font des dessins magnifiques. Et Clémenceau avait oublié quels étaient ces oiseaux. Et lors d'une de ces chasses, il se tourne vers le garde et dit: « Qu'est-ce que c'est que ces bêtes-là ?»« Mais ce sont des étourneaux, monsieur le président. » Alors Clémenceau, il suit des yeux le nuage mouvant de ces centaines et ces milliers d'oiseaux qui vont rejoindre leur dortoir dans le soleil couchant. Et puis avec son beau sourire, il murmure: « Oh, la belle majorité !» qui lui fit défaut en 1909. Et alors, petit clin d'œil, eh bien Gambetta, que Clémenceau aimait, mais qu'il a aussi combattu parce qu'il le trouvait pas assez énergique, on va dire, eh bien Gambetta surnommait Clémenceau d'étourneau malfaisant. Hop, on va découvrir après. Un autre bon mot de Clémenceau. Donc sénateur cette fois-ci. Il est invité par un de ses confrères. Alors il est peut-être aussi déjà non, il est déjà président. Il est président, pardon, président du Conseil. Donc il est invité par un de ses confrères sénateurs, et à ses côtés il y a Paul Brula, qui est un romancier et qui fut son ancien collaborateur aux journaux La Justice et l'Aurore. Clémenceau parle à son collaborateur: « Et vous, Brula, est-ce que vous êtes un bon fusil ?»« Oh non, monsieur le président, » répond modestement l'écrivain, « je serais même plutôt maladroit. Et honnêtement, je crains fort d'être un danger pour mes voisins. »« Oh !» réplique Clémenceau avec un sourire carnassier. « Mais vous savez, ne vous gênez pas. » Et puis ça lui suffit pas. Donc il se tourne vers le sénateur, son hôte, et il lui dit: « Dis donc mon ami, placez-le bien. » Bon, il n'y aura pas mort d'homme. Alors voici un des rares témoignages de la presse de Clémenceau aux chasses présidentielles. Donc il y a une de Clémenceau à la chasse, une à Rambouillet, où en fait il chasse avec le prince Albert Ier de Monaco, et puis celle-ci où il chasse avec donc Armand Fallière qui se trouve à l'extrême droite, et puis le prince est à l'extrême gauche, et le monsieur assez haut de taille est Joseph Ruot, ministre de l'Agriculture, donc de Clémenceau. Et en fait, ces chasses sont importantes parce que ça permet de tisser des liens. Là, c'est le roi vient d'accéder au trône. Et puis, pour ce qui est d'Albert Ier de Monaco, en fait, c'était un remerciement. Et parce que Albert Ier de Monaco a été dreyfusiste, bien que catholique,
Il était, comment dirais-je, il a également aidé ça c'est Bruno Fulini qui me l'a précisé, il a aidé au règlement de la séparation de l'Église et l'État. Il a joué les intermédiaires avec le Vatican. Alors, par exemple, là, donc on chasse le lapin et le faisan essentiellement. Les faisans sont élevés de façon assez naturelle, élevés sous poule naine à l'époque. Et les lapins, pour la petite histoire, sont envoyés en Suède, où ils font défaut. Alors, il y a un fait qui reviendra toujours dans la vie de Clémenceau, souvent dans la vie de Clémenceau. En fait, quand il rencontre un échec, il voyage. Ça doit être sa façon de se reconstruire. Alors, il ne fuit pas, puisque les voyages, parfois, sont programmés longtemps à l'avance, mais ça peut être l'effet déclencheur. Et par exemple, ici, nous voyons Clémenceau en Égypte, à Luxor. Il écoute la musique des indigènes. Et que fait-il là-bas? Eh bien, en fait, Paul Deschanel, en janvier de 1920, Clémenceau est auréolé de gloire après la conférence de la paix et la guerre. Ses amis veulent qu'il soit président de la République, lui ne veut pas, mais il les laisse faire, et ses amis proposent de le présenter à la présidence de la République. Et en fait, il va être mis entre guillemets en ballottage à cause de Poincaré, et Paul Deschanel va être retenu. Et Paul Deschanel va être élu. Et ben Clémenceau, lui, il décide de partir pour l'Égypte et le Soudan. Alors c'était un vieux projet, puisque en fait il se passionne pour la culture de l'Égypte antique, pour les arts, pour la religion. C'est un érudit, il lit énormément, sa bibliothèque en témoigne ici, ou à comment dirais-je, ou à Saint-Vincent. Et naturellement, il ne peut pas s'empêcher de nous offrir quelques mots d'humour. Un excellent docteur vient le voir à la veille de son départ. « Monsieur le Président, mais quel intérêt vous avez à vous rendre en Égypte ? » ?»« Oh, je ferais une impolitesse aux Anglais si je déclinais l'offre qu'ils m'ont faite d'organiser en mon honneur une battue de sphinx autour des pyramides. » Et les sénateurs, qui est doux rêveur, ou qui manque un peu de culture, ou qui est un peu ému, lui répond « Des sphinx ? Mais il y en a encore !» Et alors nous accompagnons Clémenceau, donc qui a embarqué à Marseille sur le Lotus, et sur le pont du navire, il se laisse aller à sa gaieté caustique, comme dit un témoin de l'époque. Sur le Nil, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais chasser les caïmans, ça me rappellera la politique. Et toujours Bruno Fulini m'a expliqué, en fait, le caïman était à l'époque un des surnoms des sénateurs, qui avait l'œil mi-clos, mais qui voyait tout et qui pouvait être féroce peut-être. Alors que va faire Clémenceau en Égypte et au Soudan? Eh bien donc il visite les sites, et puis il s'émerveille devant la nature que l'on retrouve sur le rive. Je viens de passer si longtemps dans la sauvagerie des bêtes et des humains que c'est vraiment une nouvelle vie. Tout de même, le Nil et ses rivages, c'est tout un monde, tous les oiseaux, les crocodiles, les cerfs de toutes sortes, sans parler des éléphants, des hippopotames, des lions et des guépards accompagnés au besoin de boas. Tout cela vient sur la rive pour boire à la fraîcheur, il ne s'agit que de passer par là. Alors Clémenceau évoque des cerfs, mais en fait il veut parler d'antilopes. Il n'y a pas de cerfs dans ces contrées-là, il y a quelques cerfs au Maghreb, le cerf de Berbérie. Et Clémenceau va chasser. Il va chasser depuis le bateau ou sur les rives. Il va chasser quoi? Un peu de petit gibier, notamment la pintade, qui est un gallinacé très très délicieux. Clémenceau est un bec fin. Ça sera accompagné, si nécessaire, de poissons que l'équipe pêche ou des œufs de crocodile que l'équipe ramasse avec courage. Qu'est-ce qu'il a chassé? Eh bien, ce n'étaient pas des crocodiles, mais de belles gazelles dont aucune par chance n'a été tuée. Je ne peux me résoudre à tirer sur ces jolies bêtes pas plus que sur les oiseaux. Un marabout, une grue couronnée m'ont dégoûté de ce travail. Rencontrés ce matin de Ganay avec le général Colville, qui nous ont crié du rivage qu'ils cherchaient 2 lions que les Noirs leur avaient indiqués. On aurait dit qu'ils chassaient le lapin. J'ai abattu un beau waterbuck dont les cornes feront l'honneur de la bicoque. Aussi un crocodile a laissé sa mâchoire entre mes mains. Voilà, donc Clémenceau va chasser effectivement la pintade, quelques oiseaux.
notamment un marabout, une grue couronnée, un aigle pêcheur. Alors c'est des beaux oiseaux, et en fait c'était pas pour les consommer, c'était pour les naturaliser, puisqu'à l'époque ça se faisait beaucoup, sous le, comment dirais-je, dans l'esprit de la science naturelle, comme au musée d'histoire naturelle de Paris, vous avez des collections d'histoire naturalisées. En fait c'est la même démarche que pour les herbiers, on rapportait des espèces pour les étudier. Et Clémenceau chasse également, donc il dit qu'il n'a pas voulu tuer de belles gazelles, qui sont des ongulés assez élégants. En revanche, il a tué des antilopes qui sont un peu plus costauds. Ah, surprise de la technologie. Donc ici, il va chasser en fait précisément deux grosses antilopes waterbuck dont les trophées sont à Saint-Vincent-sur-Jard. Tout comme le crocodile. En revanche, il ne va pas chasser l'hippopotame ou va le rater. On ne sait pas. Alors, ce fameux crocodile lui plaît. Il aime bien le présenter. Alors, il est au-dessus de son lit à Saint-Vincent-sur-Jard. Et il aime bien le présenter à ses amis. Ici, c'est une tête de tigre. Là, c'est un caïman. La platitude du crâne est assez dégoûtante, mais j'ai vu cela souvent chez les parlementaires. Il ne peut pas s'empêcher. Alors cette photo nous montre justement ce fameux crocodile à Saint-Vincent-sur-Jard. Clémenceau est dans sa chambre qui fait office de bureau face à la mer. Et donc tous ces trophées en fait sont réunis dans cette pièce. Il n'en a pas 36, il en a 1, 2, 3, 4, 6. Et ce cerf qu'on voit au fond n'est pas un cerf africain mais un cerf indien. Et il a introduit l'autre fameux grand voyage de Clémenceau, le voyage aux Indes. Cette fois-ci, c'est sitôt la démission de Paul Deschanel, ou démissionné, il s'embarque à Marseille pour le Sri Lanka. Donc il est passionné d'hindouisme, de bouddhisme, de culture asiatique. Ça, c'est sa grande passion. Ça aurait été un très grand collectionneur d'objets asiatiques. Et il les a vendus puisque quand il a perdu son poste de député du Var, il avait besoin de quelques revenus et il a vendu toutes ses collections. Ou l'essentiel de ses collections, il reste que très peu de pièces aujourd'hui. En fait, à la conférence de la paix à Versailles, Clémenceau est abordé par plusieurs maharajas qui représentent les Indes anglaises, qu'il l'invitent à chasser le tigre. Et il y en a un notamment avec lequel il s'entend, qui est Ganga Singh, Maharaja de Bikaner, qui règne ni plus ni moins sur l'état du Rajasthan. Alors il y a un tableau fameux où on voit la galerie des glaces, on voit Clémenceau attablé avec les différents représentants, et on voit derrière un officier enturbané indien qui serait probablement le Maharaja de Bikaner. On peut rêver. Et en fait le Maharaja insiste Clémenceau à chasser le tigre, sachant que Clémenceau à l'époque est déjà surnommé le tigre et il est connu comme tel à travers le monde. Et en fait, pendant 6 mois, Clémenceau va traverser 6 nations. Le Sri Lanka, l'Indonésie, la Malaisie, la Birmanie, l'Inde et le Pakistan. Il veut aller en Afghanistan, mais des guerres tribales l'en empêchent. Il a 80 ans. Il se déplace en auto, en train, en bateau, mais aussi en chaise à porteur. Hop, on verra après. Mais aussi en chaise à porteur et à dos d'éléphant. Puisqu'en fait, au soir de la pensée, il fait une référence au fait que les éléphants écartent, sur le passage des hommes, écartent au-dessus les branches des arbres. Et puis, il marche. Et il marche pour chasser. Et il raconte ça. Il a quand même 80 ans. Il est diabétique, il est fragile des bronches, il a failli mourir en arrivant aux Indes. Les Anglais voulaient le renvoyer parce qu'ils ne voulaient pas avoir sa mort sur la conscience. Et lui, il a fait sa fameuse phrase que je meurs, tel jour, ici ou ailleurs, peu importe, mais je veux voir les Indes. Je ne vous l'ai pas lu parce que je vous ai déjà embêté pas mal, mais bon, c'était une très belle phrase. Donc, il s'émerveille de la nature et, comme ailleurs, il visite des jardins botaniques et des parcs zoologiques. Alors il va chasser, que va-t-il chasser? Il va chasser un peu le canard, il participe à une battue et dans sa correspondance il dit voilà, il y a 600 canards au tableau, mais si je n'avais pas été là, il y en aurait eu 599. Il n'était pas très motivé. En revanche, là cette fois-ci, il n'a pas voulu tirer sur les gazelles africaines, mais il tire sur une gazelle indienne,
qui se trouve à gauche. Et puis l'autre, c'est une antilope, l'antilope dite cervicapre, qui est très élégante, qui a failli disparaître d'Inde, mais qui a été sauvée par les chasseurs, puisqu'ils l'ont intégrée dans des parcs à travers le monde, Amérique du Sud, Amérique, États-Unis, et qu'ils l'ont ensuite réintégrée en Inde. Il va chasser un énorme animal qu'il appelle bison, et qui est en fait le gore, qui est un gros bovidé sauvage, et qui a l'aspect, on va dire, grosso modo, d'un bison à poil ras. Et puis il va chasser le fameux cerf sans barre que l'on a vu tout à l'heure, qui a qu'un bois, et en fait c'est une anomalie. Il n'est pas cassé, j'ai regardé, j'ai vérifié. Je pensais qu'il avait perdu un bois comme cela arrive dans la nature, chaque année. Et en fait c'est un bois, c'est une malformation. Et puis bien sûr Clémenceau, on a l'image, va chasser le tigre. En fait il va chasser le tigre à 3 reprises. Une fois en Malaisie, pas de tigre. Une fois en Inde, dans l'état du Gwalior, où il chasse avec le Maharaja Bikaner et le Maharaja local, et là il tue 2 tigres. Et puis il va chasser de nouveau en Inde, dans la région de Mysore, mais là il rate un tigre. Nous n'aurons pas la photo, désolé. Donc il y a une fameuse photo parue dans l'illustration, on voit Clémenceau avec 3 tigres à ses pieds, ce sont ces 2 tigres et le tigre du Maharaja. Alors ça peut choquer aujourd'hui, je le comprends, il faut se souvenir que c'était il y a 100 ans, et qu'à l'époque, on n'avait pas du tout le même regard sur la conservation de la faune, d'autant plus que la faune était relativement abondante, pas toujours, relativement, pas toujours, puisque en Inde déjà à cette époque, dans certains États, le tigre se faisait rare. Et en fait, un officier anglais, Jim Corbett, va mettre en place les premières mesures de conservation du tigre dans ces années-là, dès les années 20. Et Jim Corbett sera chasseur professionnel de tigres, c'est-à-dire qu'il tuera les tigres mangeurs d'hommes et les panthères mangeuses d'hommes. Mais il mettra au point de la gestion. Il ne chassera plus pour le plaisir, il chassera que pour préserver les populations locales. Et à tel point, c'est que ce chasseur se voit honoré, puisque une réserve porte son nom en Inde et qu'une sous-espèce de tigre porte son nom, Corbetti. Alors Clémenceau se souvient. Alors la photo de droite est intéressante, c'est celle, comme l'autre aussi, c'est celle de Clémenceau à sa tablette de travail face à l'océan à Bel-et-Bas, à Saint-Vincent-sur-Jard. Et en fait, tout en haut à gauche, on a le crâne, un des crânes du tigre. Puisque dans cette dépouille de tigre-ci, c'est un faux crâne. Puisque l'autre peau du tigre a été offerte à son amie, la comtesse Sarita Donnet, qui était une amie très 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 proche. Il était proche de son amie, mais encore plus proche de sa femme. Et l'histoire est belle parce que il a conservé l'amitié des 2 personnes. Et puis, en fait, jusqu'à la fin de sa vie, il va correspondre avec celle-ci, qui sera vraiment une amie de cœur. Donc, il offre l'autre tigre à Sarita Donnet. Ah, dommage, il manque une photo, mais ce n'est pas grave. Clémenceau, donc là nous sommes à Bel-et-Bas, la peau du tigre se trouve dans le salon. À Bel-et-Bas, Clémenceau va séjourner 1919 à 1929 où il loue une maison. Et là-bas, il vit au rythme de la nature toujours. Et le sport, puisque Clémenceau va marcher. Il marche sur la plage, dans la dune, dans l'arrière-pays, notamment dans le bois de chêne vert du Veillon, qui est un bois remarquable, qui lui tient à cœur, puisqu'il va faire peindre un de ses chênes, l'ancêtre, par Gilbert Bélan, qui était un artiste, qui adorait Clémenceau, et dont une des œuvres se trouve là-haut. Et celle-ci. Clémenceau vit au rythme de la nature aussi, on va dire, domestiquée, puisqu'il jardine et a un jardinier. Il transforme la dune qui était nue, d'autant plus nue que les vaches venaient brouter les quelques végétations sauvages. Donc il se lance dans le jardinage et il fait pousser sur la dune, à force de goémons et d'eau, il fait pousser un jardin, qui sinon n'aurait pas existé. Et puis il vit au rythme de la pêche, celle que pratique Alfred Brabant, son chauffeur, et Albert Boulin, son valet de chambre. Et puis il profite de la chasse, puisqu'Albert Boulin chasse. Il faut savoir, c'est que Clémenceau n'est pas riche à la fin de sa vie, une partie de ses droits d'auteur sont donnés ici ou là, il a plein d'œuvres, entre guillemets, il est généreux, il n'est pas riche.
Donc, le fruit du jardin, enfin le fruit et les légumes du jardin, le fruit de la pêche et de la chasse améliorent la table. Et Clémenceau vit au rythme de la nature, il vit au rythme de la chasse, ça le passionne, ça l'amuse, et il l'évoque souvent dans sa correspondance avec sa dernière amie de cœur, Marguerite Baldensberger. Et dans sa correspondance, eh bien, il donne des nouvelles souvent d'Albert, le jeune valet de chambre qui chasse volontiers le petit gibier. Albert a brillamment ouvert la chasse. Il est allé massacrer de nombreux perdreaux. Que faire de ces volatiles? Les distribuer jusqu'à Paris? La vie moderne. J'ai donné congé à Albert qui est à la chasse pour envoyer du gibier au concierge de la rue Franklin. Qu'eût pensé Louis XIV de cette aventure? Royal, il envoie son gibier vendéen à Paris, ici même. Je ne sais pas s'il en reste. Les exploits se multiplient. Début septembre. Albert est allé ce matin à la chasse avec son beau-père. Il ne l'a pas tué, c'est la seule bonne nouvelle de la journée. Il était cependant parti avec la petite chienne qui se gratte le dos en criant, sans se demander s'il y a ou non du gibier. Albert revient de la chasse et Clémenceau conclut. Nous avons d'ailleurs découvert que le fusil d'Albert écartait d'1 mètre et que le seul moyen d'atteindre le but était précisément de ne pas le viser. Une règle de balistique moderne. Nous sommes au mois d'octobre, et bien il faut repartir pour Paris. Clémenceau est à la fois content mais le regrette un petit peu parce qu'il quitte la félicité vendéenne. Albert aussi le regrette. Albert emballe tout, sauf Clotilde, la cuisinière, et la maison, dans le désir de se consacrer à la chasse quelques après-midi. Alors on a parlé justement de Clotilde, la cuisinière, qui était une cuisinière d'un petit village de Longeville-sur-Mer, un village proche de Saint-Vincent-sur-Jard, et Clémenceau se lie d'amitié avec cette paysanne, qui doit probablement lui rappeler les paysannes de son enfance, qui s'activaient notamment dans les cuisines de l'Aubrey, dans le château familial. Et vraiment, il sera peiné quand elle décédera, il l'évoquera énormément dans sa correspondance, apparemment elle cuisinait très bien. Clémenceau recevait beaucoup de personnalités à Saint-Vincent-sur-Jard et elle faisait l'unanimité, enfin précisément ses plats. Et apparemment elle tenait tête à Clémenceau. Alors Clémenceau est tracassé parce que le propriétaire de Saint-Vincent-sur-Jard, le comte Amédée Luce de Trémont, refuse de donner à Albert, son jeune valet de chambre, l'autorisation de chasser sur son domaine du château de la Guignardière, près de Saint-Vincent-sur-Jard. Clémenceau, il n'apprécie pas tellement, parce qu'il s'entend très bien avec le comte. Ils s'invitent mutuellement, le comte a une très bonne cuisinière, Clémenceau aussi, et ils se livrent en fait à des joutes gastronomiques. Alors que le comte est royaliste, catholique, un peu, enfin, comme il dit, il ne va qu'à la messe en Vendée, parce que ça se voit, à Paris, il ne va pas à la messe. Bon. Il est un petit peu, on dira, perché, pour d'autres raisons. Clémenceau s'amuse. Mais il est agacé. Et le tigre, en fait, va s'organiser pour obtenir, pour Albert, l'autorisation de chasser sur les terres d'un autre voisin, Léon Gileso, qui est un voisin, donc, du comte Luce de Trémont. Et tous les deux ne s'entendent pas, ne se supportent pas. Ce jour-là, Clémenceau donc invite Luce de Trémont à la table de Bel-et-Bas. Et il prend un malin plaisir d'inscrire au menu de la perdrix savamment préparée par Clotilde. La perdrix est un très très bon gibier. Alors bien préparé, c'est succulent. Hélas, c'est un oiseau en voie de disparition. L'agriculture a évolué. Et dégustant le plat, le comte s'exclame « Je n'ai jamais mangé de meilleur perdreau de ma vie ». Ce à quoi le tigre rétorque « Mais c'est bien connu !» Gileso a les meilleurs perdreaux du monde. Et le comte de s'étrangler. Voilà. Nous touchons, cette causerie touche à sa fin. Moi aussi peut-être. J'ai froid. Voici 2 images du tigre, telles que nous pouvons le connaître. Alors elles sont intéressantes parce qu'elles symbolisent 2 choses. À gauche, nous avons le tigre de la baïonnette,
C'est le tigre vainqueur, le tigre français, qui terrasse l'aigle allemand. C'est une image que l'on trouve souvent dans les caricatures. Donc ça, c'est une image juste d'après-guerre de 1919. À droite, nous avons cette fois-ci le tigre aux Indes. Donc c'est une image de 1920. Et c'est le tigre chasseur. Alors là, c'est l'édition de Londres du Charivari qui dit Tartarin dans les Indes. C'est pas très gentil, Tartarin, mais bon, on va leur pardonner. Et ce qui est sympathique, en revanche, c'est que les deux tigres se font face à face et ils s'exclament Together, tiens, le tigre. Chaque tigre est surpris. Alors en fait, il manque une troisième image, qui est celle du tigre entre 1906 et 1909, puisqu'en fait, c'est à cette époque que Clémenceau se voit attribuer ce surnom. Probablement par Émile Buret, donc un de ses collaborateurs, qui est chef de cabinet à l'époque de Georges Clémenceau, qui est donc président du Conseil et ministre de l'Intérieur. Et Clémenceau, qui a un certain caractère, qui aime une certaine efficacité, ça se voit dans sa correspondance, parce que tout est organisé, ce n'est pas un, comment dirais-je, c'est pas un dilettante, et ce n'est pas un dandy véritablement, et ce n'est pas quelqu'un qui se laisse aller. Tout est maîtrisé, donc on ose imaginer sa rigueur dans sa fonction de président et de ministre. Et ce jour-là, il s'en prend à un fonctionnaire qui met à la porte, il hurle, il vocifère, enfin, je choisirai les termes que vous voulez. Et Émile Buret dit « J'ai cru voir un tigre ». Il semblerait que l'expression naisse à cette époque. Alors il y a un autre journaliste, mais qui prête un peu à caution, j'ai oublié le nom, il est dans l'ouvrage, vous le verrez vous-même, qui se vante d'avoir créé le titre en 1908. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il apparaît à cette époque. Donc en fait, Clémenceau est un tigre pour trois raisons. Par son caractère, quand il est ministre et président du Conseil une première fois, quand il est président du Conseil une seconde fois et qu'il mène la guerre, et puis une troisième fois quand il chasse le tigre aux Indes. C'est donc une consécration, on dira, en trois étapes. Voilà. Écoutez, alors, 6 dernières choses, parce que naturellement il me manque l'image, donc je referai une conférence, vous reviendrez, je vous relirai d'autres passages. Et en fait, Clémenceau, on disait qu'il n'aimait pas tellement le surnom tigre, mais en fait, il finit par l'accepter. Il le dit d'ailleurs dans ses courriers, finalement. Et puis, à tel point, c'est qu'à Saint-Vincent-sur-Jard, eh bien, il va accrocher, semble-t-il que c'est lui, c'est son vivant, c'est ce que m'a dit Stéphanie Lortolari, l'administratrice du site pour le Centre des Monuments Nationaux. Il y a une œuvre d'un artiste vendéen, André Assoul, qui représente une étude, donc Clémenceau, le visage, avec ses bacchantes, et puis à un moment donné, eh bien, le tigre devient un tigre, mais avec les mêmes bacchantes. Et moi, quand j'avais visité le site, ça se trouvait dans une des chambres d'amis, là, ça a été positionné dans sa chambre. Il semblerait que Clémenceau ait adopté, enfin, de toute façon, on le sait dans la correspondance, il a fini par adopter le surnom. Écoutez, je vous remercie. Et puis, en conclusion, donc, je dirais que Clémenceau est donc à jamais symbolisé par un animal. Ça nous renvoie à la nature. Symbole lui-même de la vie sauvage, d'une nature des plus belles, des plus fortes, ça peut nous renvoyer au sport, mais des plus fragiles aussi. Puisse-t-il exister toujours, l'un dans nos mémoires accueillantes, l'autre dans une jungle tout autant accueillante. Je vous remercie. Merci François-Xavier. Donc Clémenceau, un écologiste. Voilà. Et par exemple, on regardait un peu l'actualité, il défendrait les haies. Ah oui, ça c'est sûr. Disons que pendant très longtemps, les chasseurs étaient forcément, je dirais forcément écologistes, dans le sens où ils s'intéressaient à la nature, alors ils la connaissaient plus ou moins, ils étaient sensibles. Aujourd'hui, ils le sont je dirais de force, puisque la nature est agressée. Et d'ailleurs, pour ce qui est des haies, par exemple, depuis très très longtemps, puisque là, aujourd'hui, il y a une campagne de plantation qui s'inscrit, je crois, dans le plan de relance. Mais en fait, depuis peut-être 30 ans ou 40 ans, les chasseurs mènent des opérations de plantation de haies, et ça s'appelle l'opération Sainte-Catherine. À la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. C'est un vieux dicton. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je me disais juste qu'au final, est-ce que en Clémenceau chasseur, est-ce que son meilleur terrain de chasse, c'était pas l'Assemblée? Est-ce qu'il avait en tant que tombeur de ministère, des plaisirs à accrocher des trophées? On peut le considérer comme ça. On peut. D'autres, je dirais oui.
D'autant plus qu'il s'est heurté à des députés, à des sénateurs, à des présidents de la République, présidents du Conseil, mais finalement il les aimait bien. Et je dirais que c'est à l'instar du chasseur. Le chasseur chasse, mais il ne fait pas la guerre au gibier. C'est la capture, c'est tout ce qui précède. C'est le plaisir du travail du chien, c'est la connaissance du territoire, connaissance de l'animal. Le gibier n'est jamais un ennemi, c'est une proie dont on s'empare, que l'on capture, hein, parce que on ne dit pas on tue, si on peut dire on tue, mais la chasse c'est la capture à l'origine, et on ne déteste pas le gibier, ce n'est pas un ennemi. Et je pense que Clémenceau, même il pouvait être très dur, n'avait pas, je pense pas qu'il pouvait mépriser, il pouvait s'emporter violemment, mais il considérait, je pense, au final quand même les gens. Je pense pas qu'il les détestait. Et est-ce qu'il aurait pu, au même titre que la chasse, s'attacher à la pêche, puisqu'il était fan de... Alors il chasse il n'y a pas de, il évoque la pêche dans un récit, il évoque la pêche, mais c'est un braconnier d'eau qu'il évoque. Il évoque la pêche en Inde à bord du bateau. La pêche est évoquée sur le Nil, mais lui-même n'évoque pas la pêche. Pour le coup, je le vois pas assez patient pour être pêcheur. Peut-être que je me trompe. Parce que de toute façon, il le dit bien. Dans la chasse, ce qu'il aimait, c'était l'engagement physique. Je dirais physique et aussi intellectuel. C'est-à-dire tous ses sens, il y avait son physique, tous ses sens aussi, il y avait une forme de, je dirais même de sensualité, puisqu'il l'évoque, hein, il est très sensible aux éléments naturels, et oui, c'est ça, il va de l'avant. Pourquoi du coup, sur les deux représentations de tout à l'heure, on a plutôt l'impression qu'un chasseur a battu, puisqu'il y a bien le sol. Parce qu'il n'aimait pas forcément poser pour des photographes, ou même pour des sculpteurs, hein. Souvent, il a posé, mais ça le barbait. Il avait quand même un certain caractère, donc il pouvait être facilement bougon. Lors de ces chasses officielles, il y avait toujours sûrement un service de sécurité. Il y avait les gardes qui tenaient éventuellement le fusil, ou les fusils s'il y avait une paire de fusils, ce qui se faisait parfois. Il y avait éventuellement un tracker qui traînait. On le voit sur les photos, il y a du monde. Et je pense que ces chasses d'apparat lui plaisaient pas plus que ça. C'est une obligation. Et d'ailleurs, malheureusement, on l'a pas vu, mais lors de la deuxième conférence, nous la verrons. Il y a une photo de l'illustration qui était un journal ami, qui le suivra tout au long de sa vie. Et on voit Clémenceau qui est assis sur une chaise de battue, donc c'est un monopied, on va dire. Il est assis, il tient son fusil et littéralement il fait la gueule. Une autre question? Bon alors. Juste un élément de généalogie, parce que tu as commencé ta conférence en disant que il y avait de la transmission entre Clémenceau et son père. La chasse est surtout une affaire de transmission. Et son petit-fils, dont on parlait tout à l'heure, le docteur René Jacquemer, était chasseur lui-même, chasseur de petits gibiers, et comme il perd son père, l'avocat Dumas Jacquemer très tôt, il est fort probable que ce soit le grand-père Clémenceau qui l'ait initié à la chasse. Peut-être. Pas trouvé le chaînon au bon moment. En tout cas, il y a cette succession dans la famille de chasseurs de petits gibiers. Ouais. À l'époque, de toute façon, la chasse se transmettait, c'était une affaire, ça se transmettait naturellement. Faut bien savoir, c'est qu'à l'époque, il y avait très peu à la campagne, il y avait peu d'activités. Je crois, sauf erreur, il n'y avait pas de tablette, il n'y avait pas d'écran. Donc, c'était la veillée, c'était la lecture, c'était les soirées, c'était le cheval, la chasse. Donc ça allait de soi, et puis c'était un partage. C'était partagé avec des amis ou la famille. Le fils de Clémenceau chassait. On a une photo de lui en chasseur. Michel Clémenceau, donc le fils de Georges Clémenceau, se souvient de son père. Lui-même était porte-canier de son père, et il évoque des chasses. Il évoque des chasses de son père au chien d'arrêt. Il chasse la perdrix de Vansois. Donc oui, la chasse était partagée. Ça l'est moins aujourd'hui, ou différemment, on va dire. Mais là, c'était un partage, c'était comme la chasse, il y avait quelque chose de naturel. Ça se faisait. Et on éprouvait du plaisir, éventuellement, hein. Ce qui était le cas de Clémenceau. Eh bien, merci. Maintenant, nous allons voir un petit verre de l'amitié. Et là, tu pourras peut-être montrer tes photos d'enfants.